Rien ne dure, tout se perd dans le fil du temps. T'as tracé ta trajectoire comme une étoile filante. Silencieuse mais déterminée, tu vas de l'avant. Parce qu'une fois lancé, tu ne sais pas reculer, tu ne sais pas regretter, tu ne sais pas renoncer. Le noir ne te fait pas peur, il t'incite à briller. Le noir ne te fait pas peur, il t'incite à danser dans le ciel. Il t'incite à sauter dans tes rêves. Tu ne sais pas renoncer, tu ne sais pas reculer, tu ne sais pas regretter. Salut, c'est Ibi de Tant que le soleil brille et de Soleil sur toi. Et donc, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, puisque je suis accompagnée du coup de Mathieu Binder, qui est donc le fondateur du site officiel litteraturefrançaise.net. C'est un site qui a pour objectif de recenser un nombre incalculable d'œuvres classiques et aussi donc de rajouter donc des audios, des extraits en fait de ces œuvres-là. Et l'objectif, c'est de propager la lumière en fait de la littérature française. Donc, je suis sincèrement ravie de l'avoir aujourd'hui. Bonjour. Merci. D'avoir accepté l'invitation. Et j'espère que vous vous sentez bien maintenant sur le podcast Soleil sur toi. Très bien, très bien. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, on va commencer directement dans le cœur du sujet. Donc, le site se nomme litteraturefrançaise.net. Donc, la première question, moi, qui me vient à l'esprit, c'est comment vous êtes tombé dans la littérature ? Je suis tombé dans la littérature quand j'étais petit, mais un peu certainement au départ par ennui, puisque je suis né dans les années 80, il n'y avait pas vraiment de smartphone. Puis chez moi, la télé était sous clé, j'avais pas de console, on habitait à la campagne, et il y avait des livres. Mes parents lisaient pas tellement, mais il y avait beaucoup de livres. Et donc finalement, je lisais parce qu'ils étaient là. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis un peu familiarisé avec les livres progressivement. Et c'est devenu une partie de mon univers étant enfant. Mais en réalité, ça n'a pas été très très important pendant l'enfance. C'est plus à l'adolescence que j'ai vraiment senti ce que pouvait faire la littérature. Donc je dirais que c'est venu très progressivement et puis surtout en fait très librement, puisque j'ai pas fait d'études littéraires, j'ai fait des études scientifiques, j'ai passé un bac S. Et puis après j'ai fait des études de philosophie puis Sciences Po à Lyon, et donc pendant tout ce temps-là j'avais pas vraiment d'exercice de contrainte, de diplôme à passer en littérature, donc j'ai construit j'avais toujours un rapport très très libre avec la littérature, y compris avec les classiques, et donc j'étais juste guidé par mon plaisir, par le plaisir de lire. Et c'est comme ça que j'ai pris la littérature depuis le début. Ouais. Et est-ce qu'il y a un auteur en particulier ou une autrice qui vous a particulièrement marqué et qui a fait que vous vous êtes accroché aussi à ça ? Il y a eu plusieurs étapes. Je pense que la première grande découverte pour moi, c'était des nouvelles de Marcel Aimé que j'ai lues quand j'étais adolescent. C'était Le Passe-Muraille, je crois. Et c'était un moment où, comme beaucoup d'adolescents, je me sentais incompris, je me sentais peut-être un peu seul avec le monde tel que je le voyais. Et lire ces nouvelles, ça m'a donné le sentiment que j'étais pas fou, qu'on pouvait voir les choses comme je les voyais, et en même temps ça m'a un peu décalé par rapport à ça, parce que souvent le problème quand on est adolescent, c'est qu'on souffre de quelque chose forcément quand on est adolescent, et on est un peu collé à sa douleur. On a du mal à voir ce qu'il y a à côté. Et Marcel Aimé, il a ce pouvoir, parce que c'est un auteur qui est très drôle, il fait rire de ce qui est douloureux. Et donc, en particulier, le fait de se sentir incompris, je me rappelle que dans cette nouvelle, dans ce recueil de nouvelles, il y a la figure d'un peintre qui, justement, se croit incompris, mais qui est en même temps ridicule. Et en même temps, il y a cette tendresse vis-à-vis de l'humanité que Marcel Aimé a. Donc, moi, je me sentais trop caustique et méchant, et je me suis senti un peu en phase avec ce livre, parce que j'ai compris qu'être caustique, ça pouvait aussi se doubler de beaucoup de tendresse. Et donc ça a été important pour moi, l'adolescence. Mais
c'est pas le moment où... Enfin, c'était le moment où j'ai compris ce que disons, le pouvoir curatif, en somme, de la littérature, c'est que ça existe. Je me le suis pas dit comme ça, mais je l'ai vécu comme ça. Et puis, plus tard, mais ça, c'est à l'âge de 18 ans, j'ai lu le Rouge et le Noir par hasard de Stendhal. Enfin, je sais pas qui c'était. Et donc là, j'ai vécu vraiment une expérience d'hypnose un peu. Ah oui. Ouais, d'hypnose. Et très surprenante parce que j'ai lu le livre sans savoir ce que c'était, puis sans avoir de culture du 19e siècle. Enfin, j'avais quelques notions, mais c'est un roman qui est quand même en même temps très politique, qui se passe vers 1830. Et moi, je savais pas quel était le contexte. Et il y a beaucoup de questions de contexte. Et quand j'ai lu le livre, je l'ai lu d'un trait, la nuit, je m'en rappelle. Ah oui. Et j'ai refermé le livre et je me suis dit, j'ai pas compris du tout l'histoire. Mais je l'ai relu des centaines de fois. Et en fait, toujours porté, et aujourd'hui, je peux encore le relire comme on écoute de la musique, en fait, toujours porté par la musique et par la force du style. Et c'est ça qui m'a... Mon rapport essentiel à la littérature, c'est d'abord un rapport avec le style. Voilà, à partir... Et d'ailleurs, au fond, les auteurs, hommes ou femmes, qui restent, c'est toujours parce qu'il y a du style. Et parfois, ils ont zéro idée. Par exemple, Madame de Sévigné, elle a tous les préjugés de son siècle, du XVIIe siècle, elle n'a aucune idée, mais elle est restée. On la lit encore aujourd'hui avec plaisir parce qu'elle a un style... moi, j'appelle un peu de patineuse artistique, où elle glisse comme ça, elle a cette grâce. Ou le duc de Saint-Simon, un peu après, qui a aussi des idées complètement stupides. Enfin, franchement, c'est sur la haute noblesse, etc. Mais en fait, on le lit parce que c'est un styliste incomparable, quoi. Et moi, je pense que c'est fondamental. Et c'est dans cette perspective-là que j'ai créé Alicite aussi. Ah oui. Ouais. Par rapport au style, en fait. Par c'est rapport ça au qui style. vous a marqué. Ouais. Je trouve qu'on parle... Alors, surtout, peut-être aujourd'hui, on parle beaucoup d'idées dans la littérature, de quoi il est question, quel est votre thème, quel est votre message. Ouais. Alors, ça existe aussi, bien sûr, dans la littérature. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours été pris d'abord par le plaisir des mots. Et je pense qu'en définitive, c'est ça qui reste dans les siècles. Le tri se fait comme ça, plus que sur les idées. Et donc, j'ai voulu construire une plateforme qui présente les classiques depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, à partir du plaisir, du style. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais j'ai vraiment voulu faire des rencontres à partir de l'écriture de l'auteur, pas de ses thèmes forcément, ou de ses idées, parce que je pense que c'est quand même secondaire. Et à l'école, j'avais un peu de mal avec les cours de français parce que c'était... Bon, après, c'est le problème de l'exercice, il faut trouver la bonne réponse, etc. Et c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent une expérience un peu malheureuse qu'on a avec l'enseignement du français ou de la littérature. Pas toujours, mais dans une certaine mesure, quand même, on entend ça. Ah oui, les classiques, ah oui, Maupassant, qu'est-ce que c'est ennuyeux. Faut lire, c'est ennuyeux. Et moi, j'ai trouvé ça dommage, parce que moi, tous ces livres m'ont donné toujours beaucoup de plaisir. Mais il faut lever certains préjugés, il faut les présenter d'une certaine manière, une manière peut-être un peu différente. C'est ça que j'ai essayé de faire. Ouais. Mais c'est tellement... Vous parlez du préjugé par rapport à l'enseignement un peu des œuvres classiques, notamment, je pense, au collège, au lycée, avec notamment le bac, la fameuse épreuve de français. Et c'est vrai que pas mal de personnes en gardent en fait un mauvais souvenir. Je pense que l'approche, parfois, elle n'est pas forcément adaptée peut-être aussi à la jeunesse à ce moment-là. Et pour le coup, moi aussi, je suis retombée bien plus tard parce que j'étais pas forcément dans les classiques. Et c'est parce que je suis entourée d'amis qui sont poètes, écrivains, qui m'ont un peu remis dans le bain. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas retester. Mais c'est vrai qu'on a, en fait, pour la plupart d'entre nous, une expérience assez... on a une distance avec l'art classique parce que des fois, on ne se sent pas forcément compris, on ne comprend pas parfois les mots. Et en fait, c'est dommage parce qu'il y a tellement de magie, en fait, dans cette littérature-là.
Et donc, c'est pour ça que je trouvais que votre projet est super parce que je pense que ça peut vraiment... c'est beaucoup plus accessible qu'on le croit, en fait, dans l'imaginaire collectif. Ouais, moi je pense aussi, mais c'est vrai qu'on se met, alors, puis on se met aussi un peu la pression. On dit, ah oui, Oui, éducation sentimentale, Flaubert, ouais, est-ce que je voilà, vais comprendre? Est-ce que il faut la pression de tout comprendre? Dire, c'est ça. puis c'est vrai que le langage a évolué aussi, Mm. donc on se retrouve parfois un peu buté sur certains mots, des phrases, des allusions. Mais en fait, c'est un peu comme un voyage Mm. pour moi. Et c'est vrai que plus on va loin dans le temps, plus le voyage est compliqué des fois parce qu'il faut construire cette familiarité. Oui. Quand il disait Christine de Pisan ou Marguerite de Navarre, les mots ont changé, etc. Mais en même temps, si vous voyagez un peu, vous savez que les voyages les plus beaux aussi, c'est les plus difficiles. Si vous restez à l'aéroport, bon, bah, Ouais. vous allez à l'hôtel. Mais donc, c'est parfois un peu tortueux, Mm. mais ça vaut le coup. Et parfois, on découvre des choses étonnantes. En particulier, je me rappelle, puisqu'on parle de classique, il y a une figure de la littérature qui n'est pas oubliée, mais qui n'a pas été effacée, mais parce que c'est vieux, on la lit plus tellement, c'est Christine de Pisan. C'est une femme qui a vécu aux alentours de 1400. Mhm. Et elle a une trajectoire très étonnante, elle était italienne, elle est venue à la cour de France, puis bon, je ne vais pas vous raconter sa vie, mais elle a une vie vraiment romanesque, et son mari est mort en déplacement professionnel d'une grippe, enfin comme à l'époque, elle s'est retrouvée toute seule avec ses enfants, et elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour vivre, et elle est devenue femme de lettres. L'imprimerie n'existait pas encore, mais elle a créé des ateliers de copistes elle s'est mise à écrire des poèmes et puis des traités de toutes sortes. Et c'est devenu la première femme de lettres professionnelle de la littérature française. C'était son métier, c'était son gagne-pain. Et elle a créé une polémique qui est un peu oubliée, mais qui aujourd'hui, par exemple, moi c'était une redécouverte. C'est qui rejoint exactement les débats qu'on a aujourd'hui sur la cancel culture. C'était vraiment un débat sur la cancel culture en 1400. Hein. Et, C'est vrai. et ça, je vais en parler un tout petit peu parce que je pense que c'est vraiment Oui. intéressant. La cancel culture, par exemple, la réécriture du titre du Petit Nègre, on s'est dit, bon, on ne peut Oui. pas utiliser ce mot-là, on va changer le titre. Alors, il y a eu tout un débat. Mais ce débat, il a eu lieu presque dans les mêmes termes en 1401-1402, parce qu'un jour, quelqu'un a écrit un panégyrique du roman de la Rose. Le roman de la Rose, c'était un best-seller, c'était le best-seller du Moyen-Âge, du XIIIe siècle. Et Christine de Pisan, alors elle raconte tout ça, elle lit le panégyrique et elle lit le roman de la Rose. Et elle raconte elle-même, j'ai lu ça et j'ai été scandalisé par la représentation véhiculée des femmes dans ce livre. Le roman de la Rose, c'est un roman sur l'apprentissage de l'amour. Et elle dit, on n'a pas le droit de représenter les femmes comme ça, comme des bêtes de proie qu'il faudrait piéger, qu'il faudrait enfermer, qui sont trompeuses. Et donc elle rend public les lettres qu'elle écrit, et puis on lui répond. Et donc son argument à elle parle pas de culture du viol dans ces termes, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire Ah qu'elle oui. dit, ce qu'on écrit, les gens le lisent, les gens ça se diffuse en idées, et puis on finit par avoir ce rapport aux femmes où il faut s'en saisir, il faut les piéger, finalement on est des animaux, c'est ça. Ouais. Et s'ensuit un débat en fait très intéressant où les arguments qui sont énoncés face à elle sont aussi intéressants. C'est-à-dire que les frères Coll, c'était eux, ils disaient oui, mais qui dit il faut enfermer les femmes dans le roman de la Rose, c'est le personnage du jaloux. Parce que c'est un roman qui fonctionne par allégorie. Il y a le jaloux, la vieille, l'ami. Et donc là, il y a un procédé littéraire qui fait que
qui fait que c'est pas vraiment quelqu'un qui écrit, puis c'est un personnage qui est habité par des passions tristes, des passions mauvaises, c'est un jaloux. Bon, elle répond non. Alors, c'est une polémique dont tout le monde est de mauvaise foi, en fait. Ils prennent la citation qui les arrange, etc. Mais il y a deux camps qui s'opposent, les tenants du roman de la Rose, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et c'est drôle de voir que c'est un débat qui a 600 ans, en fait. Et je pense qu'il se reproduit périodiquement parce qu'il n'y a pas vraiment de solution, en fait. Parce qu'il y a toujours cette tension-là entre la littérature qui cherche sans arrêt à transgresser, et puis les gens qui se sentent blessés, puis la société qui cherche... Et donc, en voyageant dans l'histoire de la littérature, on se rend compte qu'il y a à la fois des choses nouvelles qui ressurgissent chaque génération, puis en même temps, des choses qu'on n'arrive pas à résoudre et qui se répètent. Qui se répètent. Voilà, mais je suis peut-être allé un peu loin. Non, mais c'était super. Vraiment intéressant. J'aime la manière dont vous analysez justement comment dire, un peu l'histoire de la littérature, en plus juste des œuvres. Je trouve que c'est intéressant. Pour le coup, moi, j'aurais jamais pu apprendre cette façon de voir... Ben oui, alors pour le coup, c'est un débat d'idées, oui. mais que je trouve vraiment intéressant. Et puis, à chaque siècle, il y a des débats un peu comme ça qui surgissent. Il faut dire que la littérature française, ça a presque 1000 ans, donc il y a tellement de choses qui ont été faites. Et puis, il faut ajouter aussi que c'est assez rare, en fait, les fondements conscience, les pays où il y a une littérature ou une histoire de manière générale aussi longue, il y en a assez peu, en fait. Il y a l'Iran, par exemple, il y a la littérature anglaise dans une certaine mesure, mais c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une histoire littéraire aussi longue, et surtout dans une certaine continuité et de contestation à chaque fois, où les générations naissent, apprennent comment il faut écrire, et puis contestent ces manières d'écrire, prennent des modèles ailleurs, à l'étranger, ou dans des générations précédentes. Et puis tout ça se poursuit comme par un mouvement de vague. Moi, ça me fascine un peu ce temps long comme ça. Et je trouve que la littérature est de moins en moins enseignée dans cette continuité-là. Et c'est dommage parce que moi, je suis très sensible à la profondeur du temps. Et d'entendre à travers un auteur, par exemple comme Aragon, on entend aussi, ou on lit en filigrane Apollinaire, le Moyen-Âge, on sent sous l'écriture ce temps très long. Et moi, je trouve que c'est très beau. Oui. Voilà. En tout cas, je retiens l'image que vous avez donnée concernant le voyage. Plus on remonte dans le temps, c'est comme voyager. Imaginons, là, on est en France, on va partir en Thaïlande. Le voyage est beaucoup plus périlleux. Mais c'est pareil, en fait, quand on prend une littérature qui est beaucoup plus ancienne, qui date, c'est comme un voyage. On sait que c'est plus compliqué, mais au final, c'est très beau aussi. Oui, c'est très beau aussi. Oui, ça, je retiens. C'est très... C'est et en même temps, on a la chance d'avoir parfois la voix au début du XXe siècle des écrivains. Et alors, dans des mondes qui ont disparu, finalement, le monde de 1905, il est quand même assez loin de nous. Et quand on a la voix des auteurs, ça donne une présence qui est très... Donc c'est ça que j'essaie de faire sur la plateforme, c'est d'utiliser beaucoup l'oral, dans la lecture des textes, mais aussi la voix des écrivains. Quand on a la chance de les avoir, c'est... Avec la voix, la personne est là, quoi. C'est vraiment fou. Elle est encore là, ouais. Il y a tout le grain de la personnalité qui est... Et donc, c'est vraiment chouette. Mais parfois, pour le Moyen-Âge, c'est plus compliqué. On n'a pas la voix, bien sûr. Et puis la langue, c'est quand même vraiment... c'est vraiment transformé. La langue de la chanson de Roland, c'est vraiment... c'est très difficile à lire. Donc parfois, il ne faut pas hésiter à... Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, Montaigne. J'ai créé des adaptations en français moderne pour fluidifier la lecture. Et libre au lecteur après d'aller vers des versions plus originales, au texte initial. Mais des fois, il faut faciliter un peu le voyage, il faut aider, il faut prendre par la main. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment ça, c'est de prendre par la main quelqu'un
qui a pas de culture littéraire ou historique, et d'essayer de l'emmener avec juste le seul bagage, c'est de la curiosité. Il faut avoir la curiosité, mais progressivement de l'emmener dans une exploration comme ça, un peu comme un voyage, effectivement. Et quand on voyage, il y a des choses qu'on retient, des choses qu'on retient pas, des choses qui nous plaisent ou qui nous plaisent moins. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est ça, c'est vraiment emmener sur des panoramas très différents, et puis donner des aperçus comme ça d'un style, d'un auteur, essayer de très vite faire sentir l'atmosphère d'une œuvre, en fait. Moi, je crois que c'est très important. Moi, je suis très sensible à ça. Je pense que l'unité de base, c'est pas l'œuvre, c'est l'écrivain. Chaque écrivain a une atmosphère, une sorte de goût, en fait. Moi, je sens, et c'est ça que j'ai essayé de donner dans chaque espace, avec de la musique. Une musique, par exemple, dont je trouve qu'elle correspond au style, ou bien une musique que l'auteur, homme ou femme, aimait. Et puis, et donc on peut faire ça avec Internet, ça c'est génial. On peut vraiment créer un univers sonore, visuel. Et comme si, ce que j'essayais de faire, c'est de faire une maison de chaque écrivain. Entrer chez Flaubert, entrer chez Madame de Sévigné ou chez Marguerite Duras. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est une atmosphère plutôt sombre ou très lumineuse. Et moi, c'est ce qui me manquait dans le paysage numérique consacré à la littérature. Je me suis dit, il faut vraiment créer quelque chose de plus abouti, quoi. La littérature le mérite, il faut le faire. Voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, c'était le sens de cette entreprise. Je trouve ça vraiment magnifique, là. C'est vraiment la pensée qui me vient, parce que je me dis, toutes ces personnes qui sont plus là aujourd'hui, mais qui ont laissé des bijoux dans la littérature française, c'est quelque part, je trouve, un hommage magnifique à leur travail, à toutes les émotions qu'elles ont pu ressentir, les pensées qu'elles ont pris le temps d'écrire dans un carnet, puis ensuite de les retranscrire dans une œuvre qui leur ont pris peut-être je sais pas combien d'années. Je trouve que c'est vraiment sublime, pour le coup. Ouais, c'est... Moi, j'ai toujours eu ce rapport. Je me suis dit, parce que souvent, ces auteurs, hommes et femmes, ils ont quand même mis leur peau sur la table pour écrire. Je pense à Jean-Jacques Rousseau ou à Pascal ou à Marguerite de Navarre. C'était quand même... on sent que c'est une affaire de tri. Puis parfois, c'est des gens qui se sont mis aussi en danger par leurs écrits. La moindre des choses, c'est de les continuer à les faire vivre, quoi. Je me sens un peu redevable moi-même, puis comme on en a parlé un peu tout à l'heure dans mon parcours, parce que c'est vrai que la littérature, ça peut rendre fou aussi, on y reviendra peut-être, mais ça peut aider à guérir, et ça apporte quelque chose incontestablement. Et en même temps, ça peut disparaître à chaque génération. C'est-à-dire que si on n'entretient pas cette mémoire, etc., tout peut s'effondrer immédiatement. Tout ce passé peut disparaître. Moi, je me sens investi. C'est un peu la mission. J'essaie de contribuer à ça, quoi, parce que je sais que ça dépend de nous. Ça peut s'effondrer du jour au lendemain. C'est le cas. C'est sûr. Si c'est pas si les générations actuelles qui ont connaissance de cette littérature-là prennent pas à un moment donné le temps de recenser, de partager, de diffuser, d'en parler, d'essayer de toucher le cœur de ces nouvelles générations qui sont si loin du temps de certains auteurs, il est clair qu'à un moment donné, ça se remplace, en fait. Entre guillemets, ça se remplace. Pas forcément, mais dans le sens où la mémoire, en fait, si elle n'est pas rappelée, ça s'oublie. Ouais, ça s'oublie, et puis ça peut totalement disparaître. C'est un peu... Quand Notre-Dame de Paris a brûlé... Il y a beaucoup de gens qui ont eu cette impression, parce qu'on avait un peu oublié ce bâtiment qui est là, tellement là depuis 1000 ans qu'on l'oublie. Quand il a brûlé, tout le monde s'est dit, ah oui, chrétien ou pas d'ailleurs, ça a marqué les gens. On tenait ça pour acquis, mais en fait, ça peut brûler. Et moi, je me suis dit ça aussi, c'était à peu près au même moment d'ailleurs où j'ai construit le site. Je me suis dit, bah oui, tout ça, ça peut partir en flammes, et il faut l'entretenir, il faut mettre des systèmes d'alarme incendie performants, il faut en prendre soin, en fait, de tout ce passé. Et le bon comme le mauvais, il faut le raconter.
Et puis c'est une histoire fabuleuse aussi, Ah bah oui. moi, je trouve. Donc voilà, ça vaut la peine d'être raconté comme un roman. Ouais. Comme, pas comme, parfois avec ce côté un peu coercitif, un peu bon, alors il faut savoir ça, Ouais. etc. Non, c'est quand même une histoire, c'est très romanesque, c'est le cas de le dire, tout ça. Mais la vie de ces femmes et de ces hommes depuis des centaines d'années, la plupart du temps, elle est quand même... C'est pas toujours des gens recommandables, mais c'est toujours passionnant, quoi. Oui, oui, oui. Puis il y a une part d'humanité en fait. Quand vous dites c'est Ouais. ça, il s'est passé ça en fait, des fois on enlève le côté humain Ouais. c'est des dates à retenir, un bouquin qui a été écrit, voici les idées principales, alors que bien sûr ça peut être important, mais surtout c'est juste le côté humain. C'est quelqu'un qui a écrit ça parce que c'était ça sa cause, ou parce que sa vie ressemblait à ça. Exactement. Et en Ouais. fait même en se rappelant plus de l'histoire et de la part d'humanité, on retient plus d'informations parce qu'on a humanisé, on a personnifié comment dire, l'information qu'on nous transmet en fait. Ouais. C'est plus juste des dates, c'est plus juste un C'est ça. cours, c'est quelqu'un qui a vécu ça, qui a écrit Ouais. ça, qui Qui avait des rêves, Voilà, qui avait exactement. des frustrations. qui existait, qui était comme nous Ouais, en fait. ouais, ouais. Il Ouais. avait peur, il avait froid, elle avait froid, elle avait chaud. Enfin, c'était vraiment des vrais humains. Oui, Et ils on ont- l'oublie, mais Oui, on l'oublie, c'était en des fait. vrais gens. Ce sont des vrais gens. Parce que des fois, même, on le met sur un piédestal parce que oui, mais c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est Victor Et Hugo. oui, c'est devenu Et- des statues. Oui, voilà, Donc, c'est ça. ils sont super C'est vieux. ça. On les imagine d'ailleurs toujours vieux, alors Oui. que souvent c'était des jeunes gens quand C'est ils ça. écrivaient. Ah, Victor Hugo, on le voit toujours avec sa barbe. Je sais pas Exactement. pourquoi, parce que c'est son premier roman, il a C'est écrit à vrai. 19 ans. Enfin, voilà, et Ouais. ces femmes et ces hommes, c'était souvent, ils avaient cet élan au départ, où je pensais à George Sand, qui était prise quand elle a George Sand. commencé à écrire sa vie est un roman aussi, mais son premier roman, Indiana, elle parlait de sa vie de femme mariée, mal mariée, comment elle s'est battue pour faire annuler son mariage, en fait, pour divorcer. Enfin, le divorce n'existait pas, mais pour obtenir une séparation. Et elle a gagné. Et elle raconte ça d'une manière romanesque, elle le transpose. Mais c'est vraiment de sa vie de femme du début du XIXe siècle qu'elle parle. Et il faut pas oublier ça, quoi. Il faut pas croire quand on est au lycée, on croit que ces auteurs ont écrit des livres pour qu'on fasse des commentaires composés. Ensuite, en classe, c'est vraiment la pire des choses. C'est ça. En plus, la plupart du temps, ces auteurs n'ont pas été vraiment à l'école, ou alors assez peu. C'est pas des universitaires en général. Ouais. C'est intéressant ça. Ouais, c'est intéressant. Hein, Je pense que très peu de gens le savent. Hein. Et oui, Ouais. et je me rappelle que j'ai assisté justement pour construire ce site à un cours de première de français, et il était question c'était un texte de Marguerite Yourcenar, et Marguerite Yourcenar, qui une femme qui a écrit des livres très exigeants sur le plan littéraire, qui avait une culture gigantesque, elle n'a jamais été à l'école. Son père, et ça frappait beaucoup les lycéens. Ils ne comprenaient pas comment on pouvait écrire comme ça et ne pas avoir suivi d'enseignement. Alors, elle a passé son bac, je crois, mais tout par correspondance. Enfin, parce que son père était un flambeur de casino, et puis il emmenait de casino en casino. Et le soir, comme il lisait beaucoup, il revenait, et puis ensemble... il lui lisait des textes, ils en parlaient, mais ils en parlaient de manière très libre. Et elle a construit sa culture gigantesque comme ça, toute seule, ou avec son père, ou avec des amis. Et elle a mis les pieds dans une école. Jean-Jacques Rousseau, il a révolutionné la philosophie, la littérature. Il n'a pas été à l'école. Il a eu un précepteur pendant quelques temps, mais bon, donc c'est des gens aussi très libres, hein, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas suivi le cursus master, doctorat, etc. Et c'est ça aussi qui leur a donné cette force, je pense, en partie, hein, et cette liberté. Quoi. Ils ont eu l'école de la vie, quoi, ça leur a servi. Ils ont eu l'école de la vie. Parfois une école rude, oui, mais... certainement. C'est sûr qu'elle est plus dure que des simples notes voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Délivrées par la maîtresse. Donc, à quel moment vous avez, on a un petit peu parlé déjà par rapport au fait quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que la littérature c'est plus qu'une passion. Maintenant, c'est
Donc, vous avez un petit peu parlé aussi depuis tout à l'heure un peu sur le site, mais je veux bien que vous en parlez un peu plus. Comment vous l'avez construit, à partir de quand, qu'est-ce qui a fait que tout a commencé, d'où l'idée vous est venue. Au départ, ça a commencé avec les attentats de Paris en 2015, que j'ai été blessé pendant ces attentats. Et donc, comme beaucoup de gens, à ce moment-là, j'ai quitté mon travail. Je me suis posé des questions un peu fondamentales, quoi, sur la mort est quand même là, elle nous a frôlés. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ça a commencé comme ça. Et j'avais un travail à Paris très institutionnel, très intéressant, mais que je trouvais un peu inutile. Enfin, et donc j'ai quitté ce travail et je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire quelque chose qui a vraiment beaucoup plus de sens. Et je me suis posé 3 questions. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Et qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc j'ai un peu réfléchi à ça. Et comme je fais beaucoup de guitare flamenco aussi, je me suis occupé d'une école de flamenco à Bordeaux. Et puis je travaillais un peu à côté. Et puis finalement, il y a eu 2 choses. Il y a eu le Covid qui a donné un coup d'accélération à la numérisation de tout. Et puis en même temps, j'ai un frère qui vit en Bretagne et qui, à peu près à ce moment-là, a construit une maison tout seul, et alors qu'il n'est pas maçon, et il le faisait le soir et le week-end, une maison passive avec des murs de bois, de terre, etc. Et c'est une très belle maison. Et je l'ai aidé un peu sur son chantier. Et il n'est pas très costaud physiquement en même temps. Et j'ai été très impressionné par ça. Je me suis dit, avec de la détermination, on peut aller très loin. Il suffit d'avoir un peu confiance en soi et d'être déterminé, de savoir où on veut aller. Ouais. Et là, quand on a ces 2 choses, on peut être comme un bulldozer. Et donc, je me suis dit, moi, je vais construire une sorte de maison numérique et pour la littérature, voilà, une sorte où tout le monde pourra rentrer. Et ce ne sera pas payant, parce que tout ça, c'est le domaine public quand même, pour une grande partie des auteurs. Et puis en même temps, voilà, il y a eu le Covid, tout le monde s'est vraiment numérisé, et je me suis dit, je vais créer cette maison-là. Comme ça, donc ça a commencé comme ça. Voilà. Okay. Ah oui, donc en fait, c'est un moment aussi qui est décisif dans votre vie, qui était vraiment, j'imagine, choquant et qui vous a quand même fait vivre une phase existentielle, en fait. C'est plein de questions qui surviennent, une sorte de temps mort pour faire un état des lieux de tout ce qui s'est passé avant. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on veut faire après, du coup. Donc c'est vraiment une sorte de grande coupure. La maison de votre ami, votre beau-frère, pardon. Et là, vous vous êtes dit, OK, je vais créer ce projet. Parce que ça faisait sens, en fait, avec tout ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Oui, c'est ça. Je me suis dit, c'est quoi le fil rouge de ma vie? En fait, malgré tout, c'est la littérature, même si ça a été toujours un plaisir pour moi et jamais un métier. Et en même temps, je me rendais compte, comme j'ai quand même beaucoup, beaucoup lu, je me rendais compte que j'avais quelque chose à dire de spécial, parce que j'avais beaucoup lu, donc j'avais quand même une grande culture littéraire, mais sans être universitaire. Et finalement, j'ai compris que c'était assez rare. Et je me suis dit, j'ai quand même quelque chose à dire, je vais raconter. Puis j'avais envie de le partager aussi, c'est-à-dire que tout ce savoir que j'avais accumulé, ce rapport intime avec les écrivains, ça constitue une sorte de bulle dans ma tête dans laquelle je me sentais bien. Et je me suis dit, il faut que j'exprime ça, en fait. Il faut que je le partage avec les gens, parce que en plus, je pensais que la littérature avait besoin de ça, qu'il fallait sortir du carcan académique et scolaire, ou au moins lui donner droit à ce regard-là. Et donc, vous vous êtes posé, j'imagine, à un moment donné, la question de la légitimité, ou pas du tout? Très peu, en fait. Très peu, tant mieux. Tant mieux, et parce que je sais pas comment dire, j'ai toujours su, c'est ce qui est une évidence, c'est que
ces auteurs, hommes et femmes, ont écrit euh, pour des lecteurs comme moi, en fait, ou comme pour des lecteurs, point barre. Pas pour qu'on fasse des thèses sur eux. Enfin, je dirais, des thèses, c'est très bien qu'on fasse des thèses, mais quand on est à la 2000e thèse sur Flaubert, je ne sais pas si ça a vraiment encore un sens, mais et donc moi, je me sens complètement légitime dans ce regard-là. Et puis j'essaie de... Enfin, tout ce que je dis sur le site, c'est quand même assez étayé. C'est-à-dire que je ne pense pas dire de bêtises. Mais je vous avouerai que quand même, des fois, ça me fait très plaisir de recevoir un mail d'universitaire qui me dit, qui me félicite pour mon travail sur le XVIIIe siècle ou autre. Bah, ça me rassure quand même. Et puis, ça me donne une légitimité malgré tout, dont j'ai quand même un peu besoin. Mais ça n'a jamais été vraiment un doute pour moi. Non, je me suis dit, non, lis des livres. Moi, j'ai le droit de parler de ce plaisir de lire. Et puis, encore une fois, je parle assez peu d'idées, en fait. J'essaie de montrer un peu comme un sommelier, quoi, de dire, ben voilà, si vous voulez aller, si vous cherchez des auteurs un peu rêveurs ou mélancoliques ou joyeux, allez plutôt dans cette direction, rencontrer tel ou tel, regarder ce livre, un peu comme un libraire, ou voilà. Je pense que c'est ça qui est important avant tout, quoi, c'est de faire ça, de donner envie et d'orienter vers les bons, les auteurs susceptibles de correspondre, au goût. Qu'est-ce que ce projet a changé en vous et qu'est-ce que vous avez compris sur vous-même grâce à la littérature que vous n'aurez jamais pu comprendre auparavant? Alors, le projet, il a changé en moi. Je me suis dit, à mesure que je le faisais, au début avec une certaine inconscience, parce que je ne me rendais pas compte du travail que ça allait représenter. J'imagine. Mais c'est toujours comme ça. Oui. Mais ce qui a changé, c'est que je me suis dit, je peux aller beaucoup plus loin que ce que je pensais, en fait. Et quand je vois le résultat, j'en suis fier, bien sûr, mais je me dis personnellement, bah oui, on peut aller toujours plus loin qu'on croit au départ. Et la littérature, elle peut nous emmener aussi beaucoup plus loin. Après, sur la littérature elle-même, qu'est-ce que ça a changé? C'est difficile parce que j'ai toujours tellement lu que c'est devenu une partie de moi. Mais je pense que c'est ce que je disais un peu avant, c'est-à-dire que à l'adolescence surtout, on peut se croire, on peut se sentir parfois isolé ou incompris. Et lire, ça apporte à la fois ce décalage et en même temps ce regard beaucoup plus indulgent sur soi-même en disant bah oui, on peut voir le monde comme moi, on peut, et du coup ça peut aider à sortir d'un certain isolement mental dans lequel on peut se trouver dans l'adolescence. Je pense que ça a joué ce rôle. Et puis après, ça a été un accompagnement quand j'ai travaillé un peu au Brésil dans ma vie. Et c'était en 2009, je suis parti. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de téléphone portable. En tout cas, je suis parti sans téléphone portable. Et j'allais pas emmener plein de livres. Donc, et puis Internet, c'était quand même surtout les mails à l'époque. Et la littérature, et moi quand je voyage, j'ai une tendance à me décentrer et parfois me perdre un peu. Et je savais que c'était un peu menaçant pour moi aussi. Et je me suis dit, la littérature... j'ai décidé d'apprendre les premières pages de la Chartreuse de Parme de Stendhal par cœur. Et je me suis dit, dans des moments où tu sens que tu perds pied un peu, tu pourras te réciter comme un mantra et ça te mettra peut-être plus en phase avec toi-même, ça te rappelle un peu qui tu es. Et puis, parce que tout de suite, les mots, c'est un peu la patrie aussi. C'est Camus qui disait « j'ai une patrie, c'est la langue française ». Mais c'est vrai que moi, je le sens aussi comme ça. Et quand on est à l'étranger, très loin de tout, très loin de ses amis, sa famille, pendant longtemps,
Ce qui a été mon cas. Parfois, on a besoin de se ressourcer, d'être en plus, enfin, de construire un foyer intérieur. Ouais. Et donc, Ouais. voilà, j'ai appris ça par cœur et c'était précieux de pouvoir de pouvoir penser à ça, de pouvoir entrer à volonté dans ce monde littéraire, Mhm. dans ma tête. Construire un foyer intérieur, c'est beau ça. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça aussi la littérature Ouais. pour moi. Ouais. Mm. Et c'est très. Et ça, c'est. Je l'ai toujours vécu comme ça. Mhm. À force de lire, les auteurs deviennent un peu des objets de rêverie aussi. Et dans ma tête, je les faisais un peu parler les uns avec les autres. C'est devenu une espèce de rêverie pour moi, la littérature, qui était devenue un peu et qui est toujours d'ailleurs ce foyer intérieur. Mhm. Et après, c'est difficile de se sentir exilé. Une fois qu'on a ça, enfin, moi je sais que ce sera toujours présent. Ouais. Et si je vis à l'étranger un jour, ce sera ce foyer intérieur aussi qui me permettra de ne pas me sentir perdu ou ouais, Mhm. Égaré. égaré. Et Ouais. ça peut aussi servir à ça, la littérature. Je pense Ouais. que pour beaucoup de gens, c'est ça aussi. Ouais. Parce que les mots ancrent en fait. Les mots ancrent, ouais. Ça reste en nous. Ouais, Même si les personnes qui les ont écrites ne sont plus là, il y a des choses ouais. qui marquent en fait. C'est tellement pur qu'en fait c'est... Parce que moi je dis tout le temps que quand une personne écrit, peut-être qu'elle peut mentir à l'oral, mais une fois qu'elle est derrière sa feuille blanche et qu'elle va écrire quelque chose sur sa feuille blanche, ça sera forcément sincère. Peut-être que ça sera pas beau, peut-être que ça sera... Enfin, qu'est-ce que c'est que beau, mais peut-être que ça sera laid, peut-être que ça pourra être rempli de colère, mais ça sera toujours pur. Ouais. Et en fait, ça touchera toujours le cœur des gens, même si c'est lu des siècles plus tard. Il y a quelqu'un qui va lire une phrase et peut-être que moi, ça me marquera pas, mais peut-être ça marquera ma sœur parce que elle va se sentir comprise. Mais en fait, c'est ça que Ouais, j'ai oui, ressenti. c'est vrai. Ouais. Et vous avez raison, il y a toujours quelqu'un à Ouais. qui ça va parler. Mm. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que il y a des auteurs ou des livres ou des chapitres de livres qui peuvent ne pas plaire sur cette plateforme, par exemple, mais il y a toujours quelqu'un à qui ça va parler. Ouais. Et donc, il faut donner des opportunités de rencontre avec les textes, quels qu'ils soient, au maximum. Ouais. Tout le monde n'est pas fait pour tous les auteurs et tous les livres, mais par contre, il y en aura toujours un qui a vraiment entré en résonance avec vous. Mm. Et donc, il faut donner cette opportunité aux adolescents et aux jeunes publics. Moi, c'est très important. Ouais. Les mots sont purs et il faut les faire vivre. Il faut qu'ils existent. C'est ça. Donc, du coup, quel conseil vous pourrez donner à quelqu'un qui souhaite justement créer quelque chose de profond et de sincère aujourd'hui, dans un monde où tout va vite? Alors, la sincérité, j'aurais pas tellement de conseils parce que je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt valorisé en ce moment. L'époque est à la spontanéité, la sincérité. Donc je pense que ça allait tout seul. Mais pour la profondeur, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je dirais qu'il faut faire attention quand même. C'est un peu comme les phoques. Quand on va profond, il faut aussi se ménager un trou dans la banquise pour respirer de temps en temps. Et pas se faire attraper par ça. Moi, j'ai eu... parce que la littérature a aussi... ça peut être un poison. C'est-à-dire que c'est puissant. Et moi, par exemple, je me souviens, à l'adolescence, il y a eu un moment où je me suis vraiment isolé et je trouvais ça profond. Mais je me suis enfermé, complètement isolé dans les lectures. Et je me suis dit, je lisais beaucoup de Dostoïevski à ce moment-là, et donc j'ai économisé pour partir en Afrique de l'Est, et je voulais aller dans les endroits les plus dangereux. Et donc j'avais pris le routard et j'avais souligné tous les endroits où il fallait pas aller. Et donc je suis parti un peu comme Don Quichotte, quoi, rendu fou par des lectures où je voulais aller à des situations limites, sentir les limites de ma vie, etc. Donc il m'est arrivé des aventures pas du tout celles auxquelles je pensais. Et c'est ça aussi la littérature. Ouais. Ça peut fourvoyer. Il faut faire attention à ne pas vivre dans un monde de mots, parce que la réalité, après,
elle est pas comme ça non plus. Ouais. Il faut garder les deux. Il faut, pardon, faut respirer à la surface de temps en temps. Faut pas oublier ça. C'est vrai ce que vous dites en fait concernant la littérature et la réalité. En fait, les gens qui écrivent, en fait, il y a toujours une part de romantisme, même si c'est pour Mhm. raconter des choses dures. Ça sera toujours raconté avec une forme de beauté, même dans la souffrance, même dans la douleur, même dans l'horreur en fait, parce que Ouais. c'est pas, enfin, comment dire. Je pense que la personne qui le vit ou qui veut écrire sur quelque chose qu'elle a vu ou que quelqu'un d'autre a vécu, il y aura toujours un décalage énorme entre la personne qui le vit, ce qu'elle a vécu Ouais. et les mots qui vont en ressortir, en Eh fait. ben oui, Parce qu'il y a un recul, en fait. exactement. Il y a un recul. C'est ça. Et c'est d'ailleurs c'est Sartre qui disait ça. Il y a un décalage entre l'aventure et raconter une aventure. Ah oui. Il disait il n'y a pas d'aventure parce que quand on vit une aventure, on la vit, on la vit, on est dedans, et donc on la raconte pas. Et après, quand on la raconte, on n'est plus dedans. Et Ouais. on se met à faire du roman, en fait. Ouais. C'est pas dire que c'est faux, etc., mais c'est autre chose. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage Mhm. dans la littérature qui peut être trompeur aussi, Ouais. qui peut... C'est comme... ça peut être un remède et ça peut être un poison. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à Ryan Holiday, qui a écrit L'ego et l'ennemi. C'est mon livre préféré. Ah Et oui. justement, il parle de ça. Il dit qu'il faut toujours faire attention au récit. Parce que parfois, quand on réussit par exemple des exploits, on peut avoir tendance à vouloir raconter notre histoire. Et en fait, on peut se perdre dans l'image qu'on se fait de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a, Ah de bah ce qu'on a ça, traversé, etc. Et au final, on n'est plus vraiment dans la réalité. En fait, on se perd ouais. dans ces espèces de récits magnifiques. Et puis, on se crée une image qui n'est plus tout à fait nous-mêmes. Il y a un décalage. Et en fait, on peut se perdre dans ça. Du coup, ça rejoint cette idée-là. Peut se perdre complètement dans ça. Et Oui. souvent, d'ailleurs, les écrivains sont des menteurs compulsifs vis-à-vis de leur vie. C'est souvent... c'est un peu... Des fois, moi, en travaillant justement sur la vie des auteurs, Mhm. telle qu'ils la racontent et telle qu'elle existait réellement, des fois, c'est un peu triste. On se dit, mais c'est Ah, quand même waouh. n'importe quoi. Mais c'est parce que c'est cette propension Oui. à tout transposer de manière Mhm. romanesque, ça devient un réflexe, et puis la vie devient la littérature. Et là, oui, c'est dangereux, c'est dangereux aussi. Mhm. Ça peut être. Euh, Mais en même temps, c'est le fait que la littérature ait toujours cette ambivalence-là. Oui. Pour moi, c'est aussi l'indication qu'elle est puissante. Mhm. Et je trouve que le, pardon, le principal problème aujourd'hui de la littérature, c'est que les mots sont un peu dévalués avec l'intelligence artificielle, etc. Puis même la quantité gigantesque de livres qu'il y a, alors qu'il y a de moins en moins de lecteurs. Mais les mots sont un peu dévalués, ils perdent de leur force. Moi, j'ai cette sensation parce qu'on est dans le royaume de l'image. Et il faut rappeler que la littérature, bonne ou mauvaise, elle a cette puissance quand même. Et je pense que c'est le meilleur des compliments qu'on puisse lui Oui, faire déjà. tout à fait. Il faut rappeler ça. Mhm. Ouais. Écoutez, je propose que l'on passe du coup à la tradition de la maison tant que le soleil brille, puisqu'on Oui. arrive du coup à la fin de cet épisode de podcast. Ça fait l'objet du coup de 4 questions que je pose toujours les mêmes. La première, c'est quoi le pire conseil qu'on vous a donné? Alors, laisse tomber. Ah, Ça, on me l'a pas dit beaucoup quand même, oui, mais c'est arrivé un petit peu conseil que je n'ai pas écouté, bien oui, sûr. bien sûr. Et pourquoi vous l'avez pas écouté? Quelles sont les pensées qui vous sont traversées quand... Bah, parce que j'avais un objectif qui était clair Mhm. et qui avait une immense valeur pour moi. Oui, Et donc, je me suis dit non, j'y arriverai coûte que coûte. Je savais où je voulais aller, je savais pas combien de temps ça allait me prendre, bien et sûr. si j'allais trouver les financements pour le faire, Mhm. etc. Mais quand on est vraiment sûr de soi, bon, les conseils, en fait, on prend ou on prend pas, mais Mhm. on sait où on veut aller, point barre. Voilà. Donc voilà, j'ai pas écouté ce conseil. Mais cela dit, globalement, les gens m'ont quand même plutôt Plutôt globalement encouragé. encouragé. Ouais, ouais, C'est ouais, une bonne chose. ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Alors, c'est quelqu'un qui m'a dit une fois, et j'y ai beaucoup pensé,
La vraie différence, c'est pas entre bien faire et mal faire, c'est entre faire et ne pas faire. Mm. Et pour quelqu'un comme moi qui est assez perfectionniste, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, on peut être parfois un peu paralysé par ah mais c'est ce que je suis en train de faire, c'est vraiment bien, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est au niveau, est-ce que c'est à la hauteur de ce que je voulais. Il faut se rappeler que en fait les gens qui font des choses, c'est pas la majorité. Donc, déjà arriver à faire quelque chose, à faire une œuvre quelle qu'elle soit, avec sa propre ambition, etc. Ça c'est déjà quelque chose de valeur. Et ensuite, on essaie bien sûr de faire le mieux qu'on peut. Mais le produit final, il aura ses qualités, il aura toujours ses défauts, il sera jamais parfait. Mais faire quelque chose, voilà, ça, c'est ça que j'essaie de garder en tête dans les moments un peu de découragement que j'ai pu rencontrer. Je me suis dit, l'objectif, c'est d'abord d'arriver à finir, à créer cet objet avant de... Parce qu'on peut se perdre dans un idéal, en fait, dans un idéal de perfection, de dire, ça peut vraiment paralyser. Hein. Il ne faut pas oublier que, voilà, l'essentiel, c'est de faire quelque chose. Pour moi, c'était très important. Ça me fait penser à une phrase qu'une de mes anciennes collègues m'avait transmise. Je ne sais plus de qui elle est, par contre, parce que c'est une citation. C'est que de choses il faut ignorer pour agir. Oui, En fait, oui, souvent, on pense que mais je sais pas si je vais y arriver, je sais pas, en fait, j'ai le doute. Alors qu'en fait, la vie, c'est l'incertitude. La mort, c'est la seule certitude. Et en fait, si on justifie l'absence d'action parce qu'on ne sait pas, en fait, on ne sait jamais rien. Même si on ne fait pas, on ne sait pas. Alors que c'est justement parce qu'on ne sait pas qu'on va se donner les moyens d'agir autant pour se donner toutes les chances, en fait, de se dire non, mais en fait, là, si je fais tout ça, il y a moyen que j'y parvienne. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase. C'est une de mes phrases préférées parce qu'elle veut tout dire, en fait. Elle vient contrer, en fait, cette façon de penser, de se dire oui, mais je ne sais pas, du coup, j'ose pas. Et bien sûr il faut avoir un petit peu le goût du risque, mais justement, c'est parce que très vrai, il faut avoir il faut avoir une part d'ignorance. Et souvent, les gens qui ont fait quelque chose dans tous les secteurs, d'ailleurs, disent ça. Ils disent si j'avais su au début tous les obstacles, etc., je l'aurais pas fait. Ah oui. En même temps, tout le monde est content d'avoir fait ce qu'il a fait. Donc ça veut dire exactement ça. Qu'au début, une part d'ignorance, c'est quand même nécessaire. Ah oui. C'est tout à fait vrai, je ne l'ai pas vu comme ça, mais c'est vrai, quand on se lance dans un projet, on ne sait jamais toutes les patates qui vont nous tomber dessus. Et au final, on grandit là-dessus, mais vraiment, vaut mieux ne pas savoir. Des fois, vaut mieux pas savoir. Parce que c'est vraiment, quand même, c'est dur quand on ne se rend pas compte, par exemple, de la charge de travail, des obstacles, ou du nombre non qu'on va se prendre avant d'avoir un oui. Mais c'est l'histoire, en fait. Troisième question, c'est si vous pouviez créer une loi que tout le monde devrait respecter, ça serait laquelle? Et pourquoi? Alors, ce serait une loi impossible. Si j'étais tout puissant, alors ce serait une interdiction. C'est un peu triste de créer une loi qui interdit, mais je pense que j'interdirais le smartphone de manière générale. Ah oui, on l'a jamais sorti celle-là. Oui, je pense que vraiment... parce que moi, j'ai vécu... je suis né dans les années 80, donc j'ai vécu un monde juste avec le téléphone fixe. Puis après, il y a eu le petit téléphone qui servait à téléphoner, mais téléphone portable. Puis il y a eu le smartphone. Et je pense qu'on est allé beaucoup trop loin. Alors, c'est comme ça, mais le bilan du smartphone, c'est-à-dire avec l'image, c'est globalement négatif. Il y a des bons côtés, mais globalement, c'est négatif. Et pour la littérature, je pense que c'est vraiment catastrophique. Et pour les rapports humains, en général, je pense que c'est pas bon. Même pour les voyages, donc, si j'étais très puissant, un dictateur mondial, je mettrais fin au smartphone, mais je dirais, bon, téléphone portable, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait d'écran. Il faut juste que ça serve à téléphoner. À téléphoner. Voilà, ce serait ça ma petite loi. Et la dernière question, ma préférée, c'est quoi votre citation préférée et pourquoi? Alors, il y en a une que j'aime beaucoup de Stendhal, qui dit j'aime la force, et de la force que j'aime, une fourmi peut en montrer autant qu'un éléphant. Et moi, ça m'a...
c'est assez évident le sens. C'est-à-dire que l'énergie, c'est pas la taille, c'est pas la grandeur, c'est ce qu'on est capable de déployer à sa mesure pour aller dans le sens de son désir, quoi, au fond. Mais donc, c'est une phrase qu'on peut comprendre même enfant, mais je trouve que plus j'ai grandi et mûri, plus j'ai vu à quel point c'était vrai, que ce qui compte, c'est de déployer de l'énergie à la mesure de ce qu'on fait. Et, et ne pas regarder, comparer ce qui est comparable. Et il y a des mini-projets, par exemple, qui sont petits, mais qui sont très beaux, ou des gens qui arrivent à faire des choses énormes par une détermination constante sur le temps long, alors qu'ils sont tout seuls. Il y a des gens aussi qui arrivent à s'entourer, et puis des personnalités très, très puissantes qui ressemblent plus à des éléphants qu'à des fourmis, mais il y a aussi des petites fourmis. Et en tant que petite fourmi, on peut faire beaucoup de choses, surtout si on s'allie avec d'autres petites fourmis. Voilà. Et donc, ce serait cette citation-là. Voilà. Mais à force de lire, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais ça, c'est pas un mantra, mais c'est une citation que j'aime beaucoup. Ça m'est pensé à une phrase que j'ai écrite, je trouve que c'est un peu l'idée. Vous dites si je me trompe, mais c'est jamais comme on veut, c'est toujours comme on peut, mais quand on veut, on peut. Ah oui. L'idée, c'est de dire qu'on part pas forcément avec les moyens qu'on aimerait avoir parce qu'on a la vie qu'on a, mais à force de persévérance, que vous disiez tout à l'heure, par exemple, votre frère qui du coup construit cette fameuse maison, et on nous dit, mais waouh, c'est quand même impressionnant parce qu'il était menu, vous disiez, et qu'il s'est quand même donné la force et le courage de construire la maison qu'il souhaitait, cette très belle maison. Bah, au final, oui, il a fait avec les moyens du bord et Ouais. il a fait quelque chose de sublime. Ouais, exactement. Mais c'est en vivant des choses comme ça, en les voyant autour de nous, qu'on comprend vraiment le sens de ces phrases. Mais ça, oui, c'est très vrai. Les actes vaut mille mots. Exactement. Ah, c'est ça. Ça, c'est vrai. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ici, du coup. Je suis super ravie de cet entretien, c'était super. Moi aussi, grand plaisir. Et à tous ceux qui nous écoutent, du coup, soleil sur vous. C'est terminé.